Revers juridique inattendu, nouvelle surtaxe, bah voyons, de 50% sur l'acier et l'aluminium signé Trump. Les droits de douane du président américain n'ont pas fini de polluer les marchés financiers. Bonjour Thibault. Bonjour David. Thibault Prébet, bon, on a ce tribunal de commerce international des États-Unis qui a décidé, c'était en fin de semaine, de bloquer donc l'application des droits de douane annoncés par Donald Trump. Pourquoi est-ce que les juges fédéraux ont estimé que la loi avait été, enfin l'esprit de la loi avait été violé? Ouais, là, il n'y a pas tellement de débat sur le fait que la loi est violée. D'ailleurs, il y a un appel en cours. Donc pour l'instant, les droits de douane ont été enlevés puis remis, mais sur le fond, ça n'a pas été jugé. Il faut comprendre comment fonctionnent les droits de douane. Le principe, c'est qu'en théorie, on ne met pas de droits de douane. C'est-à-dire qu'on échange entre nous de manière gentille pour faire une bonne mondialisation et tout le monde est content. Au bout d'un moment, il y a des gens qui essayent un peu de gruger, de faire du dumping, ce qui est interdit. Et donc là, en théorie, on est censé aller râler auprès de l'Organisation mondiale du commerce. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on fait plusieurs fois l'Europe, entre autres, pour protester contre certains articles que les États-Unis utilisent actuellement. Si ça ne marche pas, bon bah, en théorie, on va voir son congrès. C'est-à-dire que la plupart des pays ont des démocraties, on a un parlement, un congrès, on doit en parler avec eux et c'est eux qui sont souverains. Sauf quand il y a urgence nationale. Voilà. Alors, la sécurité des États-Unis. Voilà. Alors il y a encore une étape intermédiaire théorique qui a déjà été utilisée, c'est le fameux article 301, par exemple, qui est un article qui dit on fait une enquête. Si on voit qu'il y a un truc qui est vraiment problématique, là on peut coller les droits de douane, mais il faut que ce soit spécifique. Donc ça a été utilisé de très nombreuses fois, de Reagan à Clinton, et ça a été utilisé, entre autres, lors de sa première administration par Donald Trump. Et ça passe, mais ça demande une enquête, donc il faut quand même 3 mois. Donc forcément, pour mettre la pression, c'est plus compliqué. Et puis, la dernière étape maintenant qui a été franchie, c'est les lois de 1977 qui permettent, en cas d'urgence sur des problématiques internationales, de prendre des mesures. Il faut comprendre que l'esprit de la loi, c'est de dire il y a des choses qui doivent être urgentes. Cette loi a été utilisée, par exemple, pour des gels d'avoirs contre des pays comme Cuba, la Yougoslavie, la Corée du Nord, parce que si vous voulez bloquer les avoirs de personnes et que vous les prévenez, que vous faites 3 mois d'enquête, vous comprenez bien que ça ne va pas marcher. Vous faites immédiatement. Quand Donald Trump met à tous les pays au monde des droits de douane, ça veut dire qu'il faut considérer que, par exemple, mettre des droits de douane contre le Maroc pour les États-Unis, c'est une urgence nationale pour la sécurité américaine. Ça va être difficile pour un constitutionnaliste de trouver que c'est légal. Donc on est dans quelque chose qui n'a pas de sens. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que Donald Trump, il est en train de faire une sorte de partie de poker. Et si votre partie de poker, il faut que votre mère valide tout ce que vous voulez faire, qu'elle soit le Congrès ou autre chose, vous perdez de votre puissance. Il faut que la personne en face de vous, elle ait l'impression que vous pouvez décider. Et donc pour Donald Trump, pouvoir décider lui-même, tout seul, de manière immédiate, c'est important. Et que des juges viennent lui enlever un peu ça affaiblit sa position, donc c'est un sujet, mais d'un point de vue constitutionnel, il n'y a pas tellement de débat. Donc c'est un coup sévère qui est porté à l'administration, même si sur le fond, rien n'a été jugé. Ouais, c'est un coup sévère parce que, vous savez, moi, l'impression qu'on a, c'est que c'est un peu la fin du château de cartes qui s'écroule. Est-ce que vous voyez, David, ces vidéos, vous voyez sur Internet quelqu'un qui fait un tour de magie et puis quelqu'un derrière qui lui pourrit le tour de magie en montrant le truc? Si ça vous dit. C'est un peu ça. C'est-à-dire que Donald Trump, il essaye de dire, les gars, je suis prêt à effondrer l'économie mondiale si vous ne m'améliorez pas mes accords commerciaux. Tout le monde se dit, il va peut-être y arriver. Puis entre les entreprises américaines qui disent, mais coucou, nous, on va faire faillite, les problèmes institutionnels avec ces juges, et en l'occurrence plutôt avec la loi américaine qu'avec les juges, qui ne sont pas vraiment le problème. Et puis de l'autre côté, la Chine qui dit si c'est comme ça, on vous donne plus de terres rares. On voit que son argumentaire, il commence un peu à se vider, que les gens commencent un peu à avoir compris ces trucs, et que son tour de magie marche de moins en moins bien. Ouais. Ça, c'est sûr que pour lui, c'est pas une très bonne nouvelle. Après, le gouvernement américain il a fait appel de cette décision de justice. Ça ouvre quand même une période d'incertitude, de volatilité, parce que l'affaire des droits de douane, on a compris que potentiellement ça peut remonter jusqu'à la Cour suprême, qui pourrait arbitrer en dernier ressort ce différend entre Trump et les juges. Oui, absolument, et puis surtout que ça donne quand même à tout le monde l'envie d'attendre, en se disant on n'est pas pressé, vu ce qui se passe. Alors que ce que voulait Trump, c'est de dire venez vite, vous dépêchez. Je vous rappelle qu'il nous parlait de deal en 2 jours, 3 jours, depuis 2 semaines. C'est un peu comme avec l'Ukraine, c'est 2 semaines mais glissantes. Et donc là, on voit bien que tout le monde dit non, mais on va attendre parce qu'en fait, si ces droits de douane, ils sautent tout seuls. En plus, il faut se rappeler que Trump a toujours une grande théorie, c'est pour être populaire de faire des baisses d'impôts, que ces baisses d'impôts qui n'ont aucun sens vu le déficit américain doivent être financées par les droits de douane. Donc si vous enlevez les droits de douane, il n'y a plus de baisse d'impôts. Il n'y a plus de baisse d'impôts. Donc en fait, encore une fois, on a le sentiment un peu de ce château de cartes qui est quand même en train de tenir sur pas grand-chose. Donc c'est sûr que tous les autres pays ont plutôt tendance à dire allez popcorn et on regarde qu'à se jeter pour faire des concessions. Et vous voyez même d'ailleurs le Royaume-Uni. Après cette décision de la Cour américaine, Thibault, ça pousse quelque part aussi Trump à être encore plus agressif. On le voit bien, c'est 50%. Bim, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous dit surtaxe de 50% sur l'aluminium et l'acier. C'est vrai. Alors il ne faut pas oublier que l'article, en l'occurrence, autorise l'acier, l'aluminium et l'industrie automobile de manière immédiate. Les enquêtes, en plus, ont déjà été faites depuis longtemps. Donc en fait, c'est un peu le seul domaine sur lequel il peut le faire. Et surtout, n'oublions pas, c'est un domaine sur lequel c'est justifié. C'est-à-dire qu'il y a une logique de Chinois, par exemple, qui ont fait historiquement du dumping sur l'acier, et l'Union européenne elle-même avait mis des droits de douane très importants. Et donc l'idée qu'il y ait besoin parfois de protéger son industrie par des droits de douane,
ça a beaucoup de sens sur certains domaines très ciblés. L'idée que ça en a du sens sur la totalité, elle l'est pas. Donc effectivement, ça lui permet de donner l'impression qu'il a toujours la main, mais quelque part, c'est ni sur le secteur le plus idiot, ni sur le secteur le moins légal. Donc c'est une manière d'essayer de garder la main, mais c'est une manière qui est ni absurde ni problématique. Donc pour le marché, c'est quand même pas un truc aberrant. N'oublions quand même pas que beaucoup d'aciéristes qui ont l'habitude de ça, c'est le cas par exemple d'Arcelor, produisent déjà beaucoup aux États-Unis, d'ailleurs de manière amusante dans une co-entreprise avec Nippon Steel dans le cas d'Arcelor. Donc je veux dire, c'est des choses qui sont connues, les droits de douane sur l'acier, sur l'aluminium, c'est moins un problème. En revanche, cette politique vis-à-vis de l'Union européenne ou de la Chine, là, c'est sûr que ça commence un peu à sentir le pâté pour Donald Trump. Cette décision des juges, on l'a compris, donc vous le confirmez, ça fragilise aujourd'hui Donald Trump dans ses négociations commerciales planétaires avec tous les pays qui sont en cours. Oui, absolument. Ça lui enlève vraiment une carte de plus. Il n'en a déjà plus beaucoup. Et puis, encore une fois, on a cette idée aussi que le rapport géopolitique, qui était avant dans les mains du Moyen-Orient, en fait, avec le pétrole, qui a été vu comme dans les mains des États-Unis avec la technologie, est joué très fortement par Donald Trump. Et en fait, on se rend compte que la réalité, c'est que le pouvoir géopolitique est beaucoup avec la Chine, qui a, en laissant des prix des terres rares quasiment nuls depuis 20 ans, encouragé tout le monde à laisser la Chine se polluer son territoire pour en sortir. Et du coup, en fait, maintenant, tout le monde dépend d'eux. Et donc, l'idée que dans la négociation, ce sont les États-Unis qui sont en position de force face à un pays qui a un quasi-monopole de la plupart des terres rares, et dont les exports vers les États-Unis reprennent 2% du PIB, est quelque chose qui est illusoire. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que Donald Trump essaie de jouer ses cartes avec une force qui ne correspond pas à son jeu, et tout le monde le sait. Et donc on voit bien qu'il commence à rentrer dans cette situation. Vous l'avez vu que cette séquence un peu ridicule, où il expliquait que les Chinois l'appelaient tous les jours pour faire un deal, et tous les jours les Chinois disaient non, nous, on n'a pas de sujet. Donc c'est vrai que oui, Donald Trump a surjoué ses cartes, et là on arrive un peu dans la période d'inconfort pour lui, où on peut presque se demander en fait si cette décision des juges va peut-être pas être une bonne manière pour lui de passer à autre chose, comme il est un peu en train de le faire sur l'Ukraine. Quand la fin de cette saga ou de cette saison des droits de douane et de cette guerre commerciale de Trump? À quel moment on se dit c'est terminé? De toute façon, on en a encore potentiellement pour 6 mois, mais il faut se rendre compte qu'après, avec les délais pour faire une enquête, etc., donc on peut compter 3-4 mois s'il ne peut pas rester dans l'urgence absolue, ce qui est le plus probable, on rajoute 3-4 mois, ensuite il y aura quand même les mid-terms. Le président sortant a peu tendance à les gagner, la satisfaction américaine, la popularité de Trump ne sont pas vraiment au rendez-vous, donc on peut penser que la fenêtre de tir elle est jusqu'à la fin de l'année. Mais il est assez clair qu'on va rester actif jusqu'à la fin de l'année. Toute la difficulté, c'est qu'un accord commercial, ça on va rester actif trimestre. Sur le front de Donald Trump qui nous anime, sur le front de donc on en a nouvelle reculade. Ouais, c'est assez probable parce qu'il a besoin d'occuper le terrain. Qu'encore une fois, en plus, il est empêtré dans quelque chose de compliqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dire on ne peut pas financer les baisses d'impôts, donc on laisse tomber, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il faut quand même qu'il se batte un peu pour essayer d'avoir cette droits de douane. Donc, en plus, ça lui permet quand même de rentrer dans ce qu'on appelle le blame game, qui est un truc un peu mondial, de dire c'est la faute des autres, comme on le fait d'ailleurs très bien chez nous. Et maintenant, ça va être d'expliquer que c'est la faute des juges de gauche ou des démocrates. Donc, on rentre dans une séquence qui va forcément durer, mais où on va dire que les risques majeurs pour les marchés, qui sont au final pas mal redressés, sont quand même relativement derrière nous, puisque maintenant, tout ce qui pourra se passer sera naturellement un peu plus tempéré, un peu plus mesuré que ce qu'on a vu depuis le début de l'année. Ça ne nous fera pas de mal. Donc, pour les marchés, le pire, vraiment, est derrière nous en matière de tarifs? Oui, c'est ça, le pire est derrière nous. Maintenant, pour autant, on reste dans une phase de volatilité, on reste dans une phase où le stress en fait est passé. C'est-à-dire qu'on avait un stress qui était un stress de profit des entreprises. Aujourd'hui, le stress est en train de se diffuser vers la partie endettement. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rendre compte qu'on a des taux américains qui montent fortement dans une récession. 4,50% pour le 10 ans, 5% pour le 30 ans, c'est pas dingue non plus. Non, mais disons que historiquement, les phases de fort ralentissement, voire de récession, étaient des phases d'effondrement des taux. Ça, c'est vrai. Et là, on est quand même sur des hausses de taux dans une phase où les États-Unis étaient en récession au premier trimestre. Et on n'attend pas des merveilles pour la suite. Récession apparente. Oui, mais on sait que le second trimestre ne va pas être merveilleux non plus. Donc on voit bien que la dynamique américaine, elle est compliquée parce que couper les accords commerciciaux avec les autres pays, c'est jamais quelque chose qui stimule, en tout cas à court terme, l'économie. Donc cette phase-là, on va dire, qui était un peu inquiétante sur les droits de douane, elle est un peu passée. Par contre, la phase qui arrive sur la dette, alors même qu'on veut faire des baisses d'impôts, est une phase inquiétante. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même une des bases du commerce, c'est que si vous avez des partenaires commerciaux, David, allez les insulter avant de faire un deal n'est pas quelque chose qui marche très bien. Donc quand vous voulez que la Chine, le Japon, l'Europe financent votre dette, puisque les États-Unis ont besoin d'attirer des capitaux étrangers pour financer sa dette, les actions du gouvernement de Donald Trump ne vont pas énormément aider à trouver des acheteurs. D'autant plus qu'il faut aussi le rappeler, et ça c'est un mécanisme qui est extrêmement important à comprendre. Pourquoi est-ce que les États-Unis, avec beaucoup de déficits extérieurs, s'en sortent bien, contrairement par exemple à ce qu'a connu la Grèce? Parce que dans le cas de la Grèce, si vous avez des excédents de la France vers la Grèce, vous avez des euros. Alors que la Chine, si elle veut ramener ses dollars, elle doit vendre des dollars, acheter des yuan et donc remonter sa monnaie. Et donc elle garde des réserves en dollars. Mais si vous dites je veux plus de déficit commercial avec la Chine,
vous n'aurez plus d'excédent en dollars pour financer votre dette. Donc vous voyez qu'il y a toute une thématique où Donald Trump essaie de faire beaucoup de choses en même temps qui ne sont pas très bien interconnectées. Et donc l'idée que le stress va maintenant être plus un sujet d'endettement qu'un sujet de droit de douane, à mon avis, quelque chose qui est assez clair pour la suite de l'année, c'est potentiellement un problème presque plus embêtant. Ouais, et donc avec des marchés qui peuvent se remettre à douter et donc repartir dans le mauvais sens. Oui, absolument, c'est un vrai sujet. Alors ça a été un peu masqué parce qu'effectivement, on a une forte baisse du dollar. Alors, la forte baisse du dollar, elle aide. Toutes les entreprises américaines qui exportent voient tous leurs exports boostés, donc ça fait un peu plus de profit. Ça aide aussi à donner l'impression que les marchés ont bien tenu. Parce que, effectivement, c'est au final, avec des performances à zéro des indices américains, ça veut dire que tout le surplus de résultats international a été compensé par une baisse. Donc, si vous êtes un investisseur international, en réalité, les indices américains ont beaucoup baissé. Mais ça a été un peu caché. Si on a un problème sur le financement, là, c'est quand même un sujet qui est un peu plus problématique parce que ça touche à toute l'économie. Puis si les taux montent, vous reparlez d'immobilier, vous reparlez de plein de sujets, de financement des entreprises. Donc, c'est un sujet qu'il va falloir un peu surveiller. Et où les propos de Donald Trump, comme sur beaucoup de sujets, prennent... Il est sensible à ces questions-là de dette. Il l'a dit d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait reculer. Alors, effectivement. Il a vu l'évolution du marché de la dette aux États-Unis. Hein. Alors oui et non, c'est-à-dire que si vous voulez, le problème c'est que Donald Trump, il est sensible au marché. C'est-à-dire qu'il a envie de dire au marché ce qu'il a envie d'entendre. La dette, c'est pas ça. La dette, c'est pousser les internationaux et les institutionnels locaux à acheter votre endettement. Ça, c'est pas quelque chose qui se fait juste en parlant au marché. C'est quelque chose qui se fait en fonction de vos accords commerciaux, en fonction de l'image que vous donnez. S'amuser à insulter les gens, à se moquer des dirigeants étrangers ou autres tout le temps, c'est pas ce qui aide après à trouver des accords, quoi. Dire qu'on veut plus avoir d'excédents commerciaux non plus. Donc c'est vrai qu'il y a toute cette partie-là qui, à mon avis, a fait des dégâts qui sur la dette vont durer. Et donc toute la question qu'on pourrait avoir d'ailleurs sur la même logique que sur Elon Musk vis-à-vis de Tesla, c'est combien de temps les dégâts, on va dire en termes d'entente, d'image, qui ont été faits sur les Américains, va durer et au bout de combien de temps de normalisation ça pourrait revenir. Ça va être un sujet à observer dans les parties à venir, mais attention, c'est moins facile de satisfaire des investisseurs internationaux en dette que des indices boursiers. Allez, merci beaucoup. Explication signée Thibaut Prévet. Merci Thibaut. À vous. Salut.